c'est facile de s'attendre à avoir une étoile. C'est plus difficile de s'attendre à peut-être de pas en avoir une. Puis quand ils sont venus, moi, Michelin, si ça se trouve, c'était la période, moi j'ai vécu une période horrible l'année dernière où j'ai beaucoup de gens proches de moi qui sont décédés dans une petite un petit laps de temps, dont quelqu'un de très, 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 très proche, et ça m'a mis à terre. C'était dans la famille, ça nous a tous mis à terre. C'est un peu... Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Ok, alors on va aller dans le cliché. Quand tu penses à un restaurant étoilé Michelin, tu penses Paris, Monaco ou New York, nappe blanche sur la table, cuisinier qui porte la toque et piano à queue au milieu de la salle. Nous sommes à Montréal, dans le quartier centre-sud, pas vraiment le plus luxueux de la ville. Le seul piano du resto est dans la cuisine et notre invité n'a pas l'air du genre à porter la toque. Pourtant, son restaurant est pressenti par beaucoup pour être récompensé dans quelques jours par le fameux guide français. Nous sommes avec le chef propriétaire du Mousseau. Aujourd'hui, c'est Antonin qui est dans le jus. Bonjour Antonin. Salut. Ça va? Antonin? Oui, ça va vous autres? Donc là, on est intimidé d'un coup. On vient d'apprendre que tu faisais de la radio tous les samedis. Ben oui. Peut-être c'est lui qui va nous poser les questions. Non, c'est ça. Donc, le Michelin arrive. Est-ce que, je vais repartir de loin, mais est-ce que, dans ta jeunesse, dès que tu as su que tu voulais être chef, c'était venu assez vite? Oui, je le sais depuis j'ai à peu près 9-10 ans. Que tu veux devenir cuisinier. Ouais. Mais à ce moment-là, tu t'es imaginé un jour avoir des étoiles? Non, pas du tout. Même à cet âge-là, j'avais aucune idée c'était quoi les étoiles. En plus, non, c'est moi j'ai eu la chance d'avoir une maison en campagne. Ben mes parents, ma mère en fait, et les seules chaînes de télé qui étaient disponibles, c'était simplement Radio-Canada et PBS. Et les deux, le samedi matin, après avoir fait jouer des émissions pour enfants, tombaient dans des émissions de cuisine. Alors moi, j'étais jeune, j'écoutais surtout des émissions de cuisine, moins les émissions pour enfants. Et c'est là que j'ai su, moi, que je voulais vraiment faire de la cuisine. C'est sûr que par la suite, après, ça s'est transformé en une vraie passion. Et puis, quand j'ai commencé à apprendre un peu c'était quoi les étoiles, c'était quoi les tocs avec Goemio, c'est sûr que jamais je me serais attendu à avoir quoi que ce soit, mais quand Goemio sont venus, mais j'ai eu le prix Grand de demain, puis j'avais une note de 17.5 je pense toc, donc c'était la plus grande note au Québec là quand ils sont débarqués. Donc on travaille pas pour ces genres de trucs là. Quand ça arrive, c'est bien, mais c'est sûr que c'est jamais j'aurais cru que même que les Michelin débarquaient à Montréal. Donc surtout après la débâcle Goemio. Ouais, qui ont resté un an et demi puis sont partis après. Donc ils sont partis plus vite que ce qu'ils sont arrivés. Ouais, ils ont donné le premier le premier prix, puis ensuite ils ont même pas attendu les premiers prix, puis ensuite 6 mois après ils en sortaient un autre, puis après ça on n'entendait plus parler. Donc c'est dommage, ça reste qu'on a été quand même bien décoré, ce qui flatte. Des fois, c'est bien de se faire reconnaître, surtout quand on s'y attend pas, parce que moi, Goemio, je m'attendais à rien du tout. Puis finalement, on avait été dans ceux qui avaient le plus gagné, puis ça avait même été un petit peu ça avait foutu un peu la merde, si je peux me permettre, là, entre certains restaurants et moi à l'époque, là, parce que parce pourquoi? Parce que il y a des gens qui comprenaient pas d'où je débarquais, pourquoi j'avais la meilleure note. C'était vraiment une question là, il va sûrement avoir la même chose qui va se passer. Parce que c'était Goemio, si je me rappelle bien, c'était 2017-2018. Pas avant, Et pas avant, si je me trompe pas, c'est 2016. Toi, t'as ouvert en 2015, le Mousseau. Ça faisait un an que j'étais ouvert. Ok, donc c'est sûr que ça... Ben, c'est sûr que ça... Déjà, on choquait, parce qu'il y a déjà un restaurant... parce qu'à Montréal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de familles de restauration. Là, je veux dire, habituellement, tu débarques pas de nulle part, mais moi, je débarquais de nulle part. J'avais roulé ma bosse dans plusieurs restaurants qui étaient pas des grands noms, parce que, moi, j'avais pas mon école, j'ai pas mon cours de cuisine. Fait que déjà, c'était très dur à l'époque d'avoir une bonne job, parce que maintenant, on cherche les cuisiniers, mais à l'époque, on en chiait. Alors, il y en avait partout. Donc, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi de travailler dans des bonnes places sans être connu, sans avoir mon expérience, sans avoir de cours, puis en ayant commencé plongeur. Là, moi, quand juste avant d'avoir 16 ans, j'ai commencé plongeur. Donc, ça avait donné un peu...
Ça avait donné du matériel à certaines personnes de me dire que je n'ai pas d'aucune grande école, le fait d'avoir Gomio et tout ça, parce que je n'ai pas, des grands restaurants là, qui à l'époque créaient les cuisiniers là, qui ouvraient souvent les restaurants par la suite. Là, donc, on est dans la famille donc de Normand avec par la suite qui travaille avec Normand et Martin. En fait, de Normand, Martin qui travaille pour Normand, de Martin qui va au Globe à l'époque, si je me trompe pas, rencontre Dave McMillan, puis Fred, puis donc là, c'est là que les restaurants, tu avais le Toqué, t'avais le Pied de Cochon, t'avais le Joe Beef, ça a tout donné lieu à ces grandes écoles-là. Et moi, malheureusement, mais j'avais pas été accepté pour travailler là-bas. Donc, T'avais postulé quand même? j'ai postulé au Toqué, j'ai postulé au Pied de Cochon, mais je pense que c'était aussi une question de j'avais pas été j'avais pas été rappelé, mais je pense peut-être que je voulais trop, peut-être que je voulais pas assez, je sais pas, mais à cette époque-là, je travaillais vraiment beaucoup. En fait, j'avais souvent 3-4 jobs en même temps, parce qu'à l'époque, on était payé. Quand j'ai commencé à travailler en cuisine, on était payé, je sais pas, 5,75 $, je pense, 6, en bas de 6 $. Là. Donc, pour moi, je suis parti de chez moi très jeune. J'étais en appartement, donc il fallait que je paye. Donc, j'en mangeais. Fait que, tu sais, je pense que j'ai plus appris, en fait, d'une certaine façon, à travailler dans les 4 endroits où je travaillais en même temps, qui n'étaient pas nécessairement des bonnes places, mais qui faisaient que j'ai appris le système j'ai appris mes bases. Parce que moi, je travaillais, en fait, dans un restaurant qui s'appelait Les Sarcelles, à Saint-Lambert, qui était vraiment une ancienne institution là, de cuisine française, mais la vraie cuisine française. Là, on défait les cailles par l'intérieur, tu sais, je veux dire, des techniques, tourner les légumes. Je veux dire, c'était vraiment le old school, là, tu sais, puis... mais je pense que ça m'a permis, je pense que je suis content d'une certaine façon parce que ça m'a permis de devenir qui je suis puis de pas m'inspirer vraiment de personne. Donc, quand je me suis inspiré de plein de monde, vous comprenez ce que je veux dire, mais pas en ayant travaillé dans une place, c'est sûr que moi, les livres de Anne Desjardins, les livres de Daniel Vézina, quand j'étais jeune, je les mangeais, là, c'était vraiment quelque chose là, que j'adorais, là, tu sais. Et t'as déjà travaillé pour Daniel Vézina ou pas? Non, j'ai jamais travaillé pour Daniel. J'ai travaillé avec Daniel dans d'autres événements par la suite, mais non, j'ai jamais travaillé pour Daniel non plus, parce que là, c'est encore plus loin. Il fallait aller à Québec à l'époque. Oui. Hein? Et comment t'as réagi quand t'as su que le Michelin avait la possibilité de venir au Québec? Est-ce que t'étais surexcité, content, ou au contraire un peu sur la défensive, Non, un peu échaudé par l'expérience Goemio, ou... Non, un mélange de tout. C'est sûr que c'est un questionnement. Parce que moi, en fait, c'est sûr que je suis pour parce que c'est pour la pérennité de mon restaurant. Dans le sens que je pense pas qu'on avait besoin des étoiles à Montréal, dans le sens on a déjà une gastronomie assez unique, propre à Montréal. Ça va être bon pour la pérennité du restaurant parce que d'une certaine façon, moi j'ai besoin des touristes. Veux pas. J'ai besoin d'une partie parce qu'il y a des saisons où on tombe à 50, même 60, même des fois on peut même tomber à 90% de touristes dans le restaurant, de tables de touristes dans le restaurant. Là. Donc c'est sûr que les périodes creuses au Québec, admettons à la fin. Comme là, dernièrement, il commence à faire beau, le soleil, là, il y a des gens qui annulent parce qu'ils décident qu'ils vont rester chez eux à profiter de la terrasse ou des choses comme ça. Donc, tu sais, il y a des temps où il y a moins de tourisme et que, veut pas, le marché au Québec aussi descend, surtout pour un restaurant qui est aussi occasionnel que le nôtre. On se lève pas un jeudi et on fait, on va-tu au Mousseau ce soir dépenser 1000 balles. Donc, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je crois que oui, ça serait bon pour la pérennité de mon restaurant de faire en sorte d'avoir toujours ce flot de touristes gastronomiques, parce que oui, il y en a déjà beaucoup qui viennent, mais avec le guide, c'est sûr que ça va en amener encore plus. Donc, puis moi, tu sais, je fais partie, j'ai toujours été dans ceux qui ont poussé le plus avec la table ronde pour aller pour que les Michelin viennent, malgré plusieurs restaurants qui étaient contre. En fait, ceux qui étaient contre et qui méritent une étoile, en fait, je pense que ça va leur faire encore, ça va leur faire une aussi grosse publicité s'ils la refusent, l'étoile. Tu sais, je veux dire, qu'on dise, hey, lui, est-ce que tu crois vraiment, sérieusement, est-ce que tu crois vraiment qu'il y en a qui vont la refuser? Je crois qu'il y a une possibilité, oui. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je suis sur le cul. Ben, quand on a fait la rencontre, il y avait des gens qui étaient officiellement. Ah ouais? Je disais, oui, les gars du Joe Beef étaient moins enclins à tout ça, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ah Mais, ouais, je pense qu'ils n'ont pas besoin, puis je pense que Fred de ça serait capable de bien gérer le tout, puis de tourner ça à son avantage, de la refuser aussi la garde. Mais c'est tant mieux, tu sais, je veux dire, mais c'est ça, il fera ce qu'il veut. C'est juste qu'il y avait beaucoup de restaurants, en fait, dans ceux qui avaient quand on a eu la décision, en fait, pour voter. Parce que la table ronde
a bien fait son travail dans le sens, ils nous ont fait venir au Château Frontenac, on était à peu près 135 restaurants, je pense, qui votaient pour ou contre si on voulait que le gouvernement, Tourisme Montréal, Tourisme Québec et tout ça investissent. La machine était déjà a commencé à être à tourner, puis il restait juste de mettre l'argent pour pouvoir vraiment la faire partir. Donc il y a beaucoup de gens à cette réunion-là qui étaient contre, puis je suis désolé de dire ça, mais tu sais, il y a des gens qui ont parlé que pour moi, c'est pas des étoilés. Je veux dire, c'est des excellents restaurants, mais c'est pas des étoilés. Et d'où, comprenez bien mon point, c'est que si t'es un excellent restaurant de Montréal et t'es pas étoilé, tu vas devenir un bip d'une certaine façon. Ouais. Alors, il y a rien de mieux, je crois, que pour l'industrie du tourisme, de la gastronomie montréalaise, d'avoir vraiment un guide qui va dire, bon, mais là, ça vaut la peine d'y aller, puis là, ben, c'est là que tu vas le reste de la semaine, parce que c'est sûr que quelqu'un qui part de n'importe où dans le monde, qui vient ici, il se tapera pas 6 restaurants en ligne pendant une semaine qui vont être étoilés. Ouais. Il va aller dans les bips, il va aller dans... Donc, je pense que c'est... Ouais, dans les mentions. Donc, je pense que c'est vraiment un gros... je pense que c'est un gros plus, mais... Juste un petit aparté sur les Bibles. Donc, c'est les Bibles gourmands. Ouais. Ça récompense les tables avec un excellent rapport qualité-prix. Exactement. Et donc là, c'est tout à fait le style de resto où tu rentres la job et tu te dis, tiens, on va aller Absolument. là. Oui, tous les restos que j'aime auraient un bip. La plupart c'est les places où c'est juste bon. C'est les places où il y a, c'est sûr, il y a un certain souci du détail, tout ça, mais qui ne sont pas de comment je pourrais dire ça? Pas gastronomie au sens traditionnel. C'est ça. Malgré qu'il y en a qui sont très, très, très bons, c'est juste une autre façon de voir. Pour moi, c'est la restauration, le fun de Montréal. C'est là que les chefs, nous, on va manger. Tu sais, on se tape pas des restaurants qui ressemblent aux nôtres quand on est dans la gastronomie. C'est rare, on le fait, mais pas tu te lèves pas un dimanche en disant hey, ce soir on va où, tu sais, je vais pas aller au Toqué un dimanche soir, tu sais, je veux dire si je suis invité puis il y a un événement, bon mais tant mieux, mais je veux dire c'est pas dans nos temps libres, ce qu'on aime c'est les petits restaurants de quartier, c'est les places qu'on aime, puis ça je pense qu'il y en a la plupart vont avoir des bips gourmands, puis comme tu dis, faut manger à un certain prix dans un bip, donc faut avoir je pense qu'en Europe c'est 50 €, tu dois avoir un repas complet pour 50 €, tandis que d'après moi ça va être autour de je sais pas 70 $, ou un peu plus ça, parce que ça coûte cher les restaurants. Ouais, non, je sais, mais c'est qu'il faudrait que tu ailles en fait. Sans le vin, peut-être. Sans le vin, puis je pense que t'es pas obligé d'avoir un dessert. Je pense que c'est entrée plat, entrée plat, puis que tu peux te débrouiller pour en bas de 50 €. Donc, tu sais, je veux dire, tant mieux. Puis bon, c'est ça. Donc, moi, je crois que ça va être bon pour à peu près toute l'économie montréalaise, parce que l'industrie du tourisme qui part de la gastronomie, donc ceux qui réservent des restaurants avant de savoir où ils vont aller, tu sais, il y a souvent des gens qui vont, avant de choisir les activités qu'ils vont faire, avant de se payer une game de hockey, puis ils vont, ben c'est ça, nous, moi, je fais mes réservations avant même d'avoir mon billet d'avion, des fois, tu sais, en espérant que je vais l'avoir. Mais, donc, tout ça pour dire que je pense que ça va être très bon pour la ville, pour l'économie, ça va être bon pour les hôtels, ça va être bon pour les activités, ça va être bon pour tout. Parce que il y a un point qui me, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un point qui m'interpelle depuis tantôt. C'est que toi, tu as du mal à remplir ton restaurant en période creuse. Ça arrive. T'as 36 places, si je me trompe pas. On est 30, là, on a réussi à aller jusqu'à 38, mais c'est pas 38 places. Le restaurant, habituellement, c'est 34, 35 si on veut que les gens soient bien, puis faut que chaque table ait le nombre de gens dessus. Tu sais, faut pas que j'aille, admettons, si j'avais que des 3, ben c'est sûr, ça m'enlève des gens. Mais si j'ai des 4 sur mes tables de 4, ça remplit bien, puis oui, il y a des périodes comme tous les restaurants. Puis je veux dire, nous, ce qui nous fait le plus mal, c'est pas les cancellations de dernière minute, c'est les annulations les jours avant. C'est ce qui nous fait le plus mal. Ça arrive souvent fréquemment, admettons que on va commencer une semaine avec on est plein tous les jours et puis comme ça, dans la journée avant, ben, t'as 3-4 tables qui s'annulent. Des fois, ça peut même aller jusqu'à une dizaine de personnes, là, La journée d'avant. Les journées d'avant, ou des fois, la journée même, c'est juste que, avec la connerie de la nouvelle, du nouveau règlement, là, qui ont le droit de charger, 10 $ par tête si les gens annulent 3 heures à l'avance et que c'est une table de 5 et plus. À partir d'un groupe de 8, t'as le droit de faire payer d'avance, ça devient un événement. Donc, je comprends pas cette logique-là. Ça veut dire que ça s'applique juste sur des tables de 5, 6 et 7 personnes. Ils ont fait de grandes avancées. C'est comme donner un cadeau qui a un autre cadeau dedans, qui a un autre cadeau, qui a un autre cadeau, puis là, finalement, tu l'ouvres, puis c'est de l'air. Tu sais. Donc, c'est sûr que moi, c'est ce phénomène-là, parce qu'après ça, comment on fait pour re-remplir à quelques jours d'avance quand tu as autant d'annulations? Et puis là, les gens me disent, bon, on pourrait
préfère payer d'avance parce que, bon, Julien de chez Harvey à Québec avait fait faire une étude à l'Université Laval qui prouvait, en fait, que des restaurants comme le Mousseau, comme le Harvey, comme plusieurs autres restaurants, on pourrait charger tout d'avance. Un forfait. On pourrait. Sauf que, écoutez-moi bien, quand les gens viennent manger au restaurant, qu'ils ont l'expérience complète, qu'ils viennent de tout vivre, qu'ils ont adoré ça, qu'ils ont pris le vin, ben, leur soirée, elle est différente que quand ils payent à l'avance. Ben Moi, ici, le fondement du Mousseau, c'est que tout le monde partage les pourboires et que c'est les cuisiniers qui font le service. Alors, qu'est-ce que ça m'offrait, moi? C'est que ça me ferait perdre à peu près, avec les calculs que j'ai faits, ça pourrait me faire perdre jusqu'à 8% de pourboire. Parce qu'on parle ici d'une moyenne de 23, entre 22 et 23% Ah, c'est super. de pourboire que les gens laissent après leur soirée. Wow. Ouais, alors si je les Sachant fais qu'en payer... plus, c'est des belles additions. Ouais, c'est des moyens assez qu'on donne, élevés. c'est qu'on donne un bon service, on donne un bon show. Je veux dire, Ouais. c'est comme Ouais, c'est vrai. c'est le fun de passer une soirée au Mousseau. C'est pas juste on est assis dans un coin puis on reçoit les assiettes puis on a une petite explication. Vous faites partie d'un show, vous faites partie d'un ensemble. Comme tout le monde mange en même temps, ben les discours sont faits pour tout le monde. Il y a les petites blagues, il y a le fait qu'on taquine un peu les clients, qu'on est, tu sais, on aime ce qu'on fait. Donc les gens en sortant d'ici quand ils ont une super belle expérience, ben ils sont généreux sur le pourboire. Je n'en veux pas à personne d'en mettre moins qu'on paye d'avance. C'est normal. T'as pas su, tu sais pas. Donc, moi, tu vas me dire, je vais payer, mais je vais mettre 15% tout de suite d'avance. Puis là, ça me ferait perdre un trop gros pourcentage qui débalancerait mon restaurant si je faisais payer les gens d'avant. Donc, je suis un peu dans une zone grise, entre deux, le cul entre deux chaises sur vraiment cette particularité-là. Parce que oui, j'aimerais, moi, faire payer les gens, mais ensuite de ça, je trouve que ça compliquerait. Ça serait beaucoup de ça ferait beaucoup de complications dans mon cas. Donc c'est ça notre seul problème. Alors comme je vous dis, il y a des semaines on peut taper être plein, puis il y a des semaines on peut être plein, puis 2-3 jours avant, mais là tu regardes, puis là t'es rendu on est passé de 34 à 28, c'est quoi, tu sais, puis je veux dire, moi, chaque table de 2 qui annule, c'est quand même un gros montant qui s'enlève. Donc c'est ça le plus gros problème qu'on a en ce moment. Donc je crois qu'avec Michelin, on aurait plus ce problème-là d'une certaine façon, parce que, ça serait booké sûrement plus à l'avance à cause des touristes qui voyagent justement pour la gastronomie. Puis, en plus de ça, bon, mais il y aurait plus de touristes à Montréal. Donc, peut-être qu'on aurait plus de demandes de dernière minute face aux annulations. Parce que je veux dire, comme je vous dis, si t'es à Montréal pour une semaine, t'as pas réussi à avoir une réservation ici, puis t'apprends tu peux en avoir une. Bon, mais c'est sûr que... Donc, style une liste d'attente. Une liste d'attente, mais j'aimerais ça... J'ai pas envie de payer encore une fois pour des services de gens qui se greffent à nos restaurants pour nous prendre un certain pourcentage. Ben oui. Nous font, tu sais, je veux dire, j'ai juste envie, j'aimerais juste, c'est ça, pouvoir mieux y penser puis peut-être développer un système moi-même, mais de faire en sorte qu'on puisse juste tout le temps être plein, parce que c'est quand même rare qu'on a des soirées comme ça, mais ça arrive, puis quand ça arrive, ben, ça fait quand même mal, c'est dommage. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas de système de réservation qui peut prendre en considération des Oui, attentes? Oui, on a une liste d'attente, c'est juste qu'il faudrait que la personne soit vraiment, faudrait qu'elle nous ait appelé puis dire bon, mais là, puis là, vous faites votre réservation, ça, il y aura pas, puis mettez-vous sur la liste d'attente. Il y a ce service-là avec Rési. C'est juste pour nous d'avoir peut-être une liste d'attente un petit peu plus live avec justement des gens qui sont ici puis qui nous appellent directement en disant écoute, moi j'ai essayé d'avoir une réservation avant de partir, maintenant il y en avait pas, puis peux-tu me mettre sur une liste, puis s'il y a quoi que ce soit, on les appelle. Fait que tu sais, les gens qui seraient prêts à être appelés là à 5h15 pour être ici à 6h15. Là, tu sais, c'est comme si tu veux venir, c'est maintenant, c'est là. Donc, juste pour pouvoir faire ça, parce que comme je vous dis, nous, on n'a jamais de passage. Il n'y a personne qui rentre ici un soir en disant est-ce que vous avez de la place. Mais non, c'est sur réservation. Il n'y a jamais de place, à part certains soirs, comme je vous dis. Et puis, ben c'est ça, on n'a pas ce privilège-là d'avoir des gens qui rentrent. C'est une occasion de venir au Mousseau. Donc, les gens réservent. Tu sais. Toi, tu penses que le Michelin, ça va résoudre une grosse partie de ce problème et stabiliser ce business-là? Je crois que ça va faire, parce que je pense que les gens qui font du tourisme gastronomique, la plupart aiment aussi venir dans les hors-saisons, hein. Tu sais, je veux dire, dans le sens, tu sais, si tu veux te taper de mon restaurant, puis moi, je suis quelqu'un qui aime pas aller dans les grandes attractions touristiques, là. Tu sais, quand je visite une grande ville, c'est bien beau, je la vois de loin, la Tour Eiffel, mais j'ai pas besoin d'y aller, tu sais. Je veux dire, c'est la même chose pour beaucoup de gens qui voyagent, qui viendraient ici, qui veulent pas nécessairement le gros été où tout le monde est dehors, ils veulent pas nécessairement l'hiver où il fait froid, mais entre les deux, il y a toujours 2 périodes un petit peu plus creuses. Donc, moi, je crois que ça m'aiderait, moi, personnellement. Donc, je pense que c'est un atout pour nous d'avoir plus de touristes
axé sur la gastronomie. Ça va être bon pour plusieurs restaurants. Mais en même temps, je crois, comme je l'ai dit tantôt, que Michelin va peut-être amener de la bisbille aussi entre certains restaurateurs et parce que toi, tu l'as eu, moi, je l'ai pas eu, tu sais. C'est Marc-Olivier qui me disait ça l'autre fois, qui dit, c'est facile de s'attendre à avoir une étoile. C'est plus difficile de s'attendre à peut-être de pas en avoir une. Puis quand ils sont venus, moi, Michelin, si ça se trouve, c'était la période, moi, j'ai vécu une période horrible l'année dernière où j'ai beaucoup de gens proches de moi qui sont décédés dans une petite un petit laps de temps, dont quelqu'un de très 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 proche et ça m'a mis à terre. C'était dans la famille, ça nous a tous mis à terre. C'est un peu en fait ça a tout détruit. Ben ça détruit ça a détruit notre morale de perdre. Ça a eu une influence sur la qualité de la cuisine. En fait, ça a eu une grosse influence sur le restaurant au complet parce que moi, je voulais m'en aller, je voulais crisser mon camp. Ouais, mais c'était vraiment une année de merde 2024. Puis j'ai voulu, oui, puis j'ai été épaulé par des gens qui étaient peut-être pas aussi je sais pas, qui voulaient pas autant le bien du restaurant que certains employés le veulent des fois, puis le fait que c'était dur, que ça a un peu tout cassé l'atmosphère, parce qu'on parle vraiment ici là, d'une mort tragique là, au début de l'année, puis il y en a eu une. L'année a commencé avec une mort tragique, elle a fini avec une autre mort tragique. Donc, tu sais, c'était vraiment, puis entre ça, il y en a d'autres. Alors, j'ai trouvé que c'était juste dur, puis moi, j'aurais voulu crisser mon camp, juste faire d'autres choses. Je peux pas, mon nom il est sa porte, puis je veux dire, même le temps que j'ai voulu essayer de prendre en étant moins ici. Bon, mais c'est sûr que quand je suis pas là, ben c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir le discours qui intéresse tout le monde, comme quand moi je parle. Ouais, parce que tu présentes, c'est ça. Moi je présente, je parle beaucoup aux tables, je m'intéresse aux gens. Je veux dire, c'est vraiment le côté un peu faut jaser avec les gens. Ben en fait, oui, chaleureux, ouais, le show, mais le show, tu sais, le show, tu sais, c'est ça, comme la chaleur humaine, le spectacle, oui, mais passer aux gens, demander comment ils ont aimé ça, tu sais, faire les blagues à des gens, parce que bon, ici, on se permet de faire des blagues si quelqu'un est aux toilettes pendant qu'on fait une explication, parce qu'on le demande au début de faire attention. Bon, mais souvent, je vais aller demander le nom à son conjoint ou à sa conjointe, puis là, quand elle va sortir, mesdames et messieurs, tu sais, puis là, on t'inquiète, fait que tu sais, il y a ce petit côté-là. Puis en même temps, avec Normand, on se demandait aussi, il y a quelques mois, est-ce qu'ils vont comprendre aussi les inspecteurs, s'ils sont venus en plein hiver, est-ce qu'ils vont comprendre la folie qu'on a ici de vouloir travailler 90% de produits du Québec qui nous empêche d'avoir... Parce que quand j'ai parlé de ça avec Normand, on était à Toronto. Puis à Toronto, on avait regardé le menu de plusieurs étoilés, puis on était vraiment dans des places où le local, la notion du local n'existait pas. Dans le sens, on a les meilleurs pétanques du Japon, on a les meilleures mandarines clémentines de l'Afrique du Nord, on a les meilleurs trucs du Japon, les meilleurs, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu prends juste des ingrédients qui sont des plus, pour moi, ça fait un moins. Si t'en mets plein ensemble, c'est sûr que c'est le fun, mais viens ici, l'hiver, voir un plat qui est basé sur 3 ingrédients qui, habituellement, pourraient être un peu plates, mais qu'on réussit à élever. Donc, est-ce qu'ils vont comprendre le fait que c'est assez minimaliste ce qu'on fait, que c'est vraiment, tu sais, qu'on peut tourner autour de la patate avec un plat qui est juste à la patate, puis on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Tu sais, je veux dire, c'est tous ces questionnements qui font que je me demande. Et ça, c'est sans compter le fait qu'à mon restaurant, c'est atypique. On mange tout le monde en même temps. Je sonne la cloche, donc je coupe les conversations des gens. C'est du rap qui joue. On n'a pas une sélection de grands vins. On n'est que dans des vins de champ gauche, parce que nous, c'est ça qu'on aime. On est dans le vin atypique. On est dans le... Donc, toutes ces raisons-là pourraient ne faire en sorte qu'on n'ait pas d'étoiles. Et comme on est tellement... c'est tellement attendu. Il y a même des gens qui ont dit qu'on allait avoir 2 étoiles. Je sais pas si ces gens-là sont déjà allés dans des 2 étoiles, mais c'est gros avoir 2 étoiles. Tu sais, puis je veux dire, moi, je pense déjà qu'au Québec, les il y en aura pas beaucoup. D'après moi, on va pouvoir les compter sur les doigts d'une main. Moi aussi. D'après moi. Et puis, mais le but de Michelin, c'est quand même très intéressant. C'est comme les 3 flèches du recyclage. Michelin arrive dans une ville, donne des étoiles. Ceux qui n'ont pas d'étoiles travaillent plus fort pour que Michelin revienne, pour avoir plus d'étoiles, pour revenir. Nanana. Puis s'ils restent bien, s'ils ne font pas le coup de Goemio, qui sait, dans 10 ans, peut-être que quelqu'un va décider, moi, je me prends un beau gros local, admettons une vieille bibliothèque abandonnée ou quelque chose, tu sais,
d'envergure pour aller dans le 2 ou dans le 3, puis décide d'acheter des grands vins, des grandes bouteilles, décide d'aller dans une cuisine ultra, décide de se faire venir, je sais pas moi, des grands jus, d'avoir une sélection qui rejoint plus, admettons, les critères Michelin en Europe, ben tant mieux, puis ça va arriver, mais ça peut pas arriver du jour au lendemain, puis il y en aura pas de macarons. De toute façon, vous devez savoir que une étoile, en fait, ça génère à peu près 50% de plus de revenus l'année d'après. Donc, ça assure que tu es beaucoup plus en moyenne. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Pendant les journées de la table ronde. Absolument. OK. Donc, on est à peu près en moyenne 50, pour un macaron, 50% de plus de chiffre d'affaires. 2 macarons, on est à 25% de plus de chiffre d'affaires parce que là, il faut penser que avoir 2 étoiles, bon, mais il faut que tu mettes de l'argent pour avoir que tout soit parfait parce que là, on te le donne ton 2 étoiles, mais il faut que tu le maintiennes. Donc là, ça veut dire que là, faut que tu achètes plus, faut que tu quand on tombe dans le 3 macarons, on est à 10 à 15% de plus. Dans le meilleur des cas, si tu fais pas de l'argent. Ouais, exactement, parce que oui, c'est en fait, ce qui est fou aussi, c'est qu'on connaît pas ce modèle-là. Nous, ici, quand on parle de restaurant, en 5 ans, t'es supposé être remboursé. C'est assez, je dirais que c'est une vision assez, fausse, mais ça reste un peu la moyenne. Maintenant, en Europe, quand on sait qu'il y a des 3 macarons, des 2 puis des 3, c'est financé sur des années. Il y a de la perte, il y a du, tu sais, je veux dire, on est ici dans des trucs qui se placent en bourse, là, tu sais, je veux dire. Parce que les appels d'offres, ils te disent, tiens, voilà, t'as un 3 Mac dans cet hôtel de luxe. Ouais, parce que c'est l'hôtel qui récupère l'argent, c'est pas le resto. Oui. Plus tu montes en gamme, moins tu vas faire de marge. Absolument. Ouais, parce que c'est 3 étoiles, c'est 1 pour 1 ou 1 pour 2. Puis c'est ça. Et puis quand tu passes sur du... Quand je dis 1 pour 2, c'est un employé pour un client. C'est ça. Et puis quand tu décides, par exemple, tu as 2 étoiles et tu vas aller sur 3 étoiles, tu vas baisser ton nombre de sièges, tu vas baisser ton... Pour être sûr de garder la même qualité et la constance. Pour monter en qualité. Oui, pour monter. Ouais. Toi, est-ce que tu as prévu des adaptations par exemple, on te le souhaite, si tu le veux, là, c'est sûr que on te le souhaite d'avoir une étoile. Est-ce que tu as prévu de baisser le nombre de sièges, de changer quelque chose, ou tu te dis, c'est ça? Pour l'instant, j'ai rien. J'ai rien. De recruter parce que tu vas avoir plus de monde aussi? Non, non, moi, en fait, je vois pas ça du tout comme ça. Moi, je reste la même personne que je suis si j'ai mon étoile. Mes prix vont pas monter. Je vais pas enlever des tables. Je veux dire, le but, c'est d'être qui on est, hein, dans la vie. C'est pas de vendre son cul. Ouais, fait que, tu sais, je veux dire, il y a des histoires d'horreur à Montréal de gens qui ont su que les étoiles venaient, ont foutu tout leur staff dehors. Ah ouais? Ouais, pour changer tout ça, pour changer. Écoute, moi, ça fait des années que je travaille pour avoir mon projet. Non, puis je veux dire, moi, ça fait des années que je travaille pour avoir mon projet. Ça fait 22 ans que j'ai en tête de faire le Mousseau. Hein. Ça fait 22 ans que j'ai mon projet d'avoir mon restaurant qui allait s'appeler le Mousseau et qui allait être... Je le voyais, il a évolué dans ma tête au fil des années, ce restaurant-là, mais dans le sens, j'ai toujours voulu avoir mon restaurant un peu atypique parce que moi, comme j'ai pas mon cours de cuisine, on m'a tellement dit, des chefs qui m'ont tellement dit, on peut pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche, tu sais? Par exemple, tu peux pas passer du hip-hop en plein service. Oui, à l'époque, oui, c'est sûr que personne croyait que ça allait arriver un jour, mais maintenant, c'est la norme un peu dans plusieurs restaurants. Mais tu sais, je veux dire, quand j'étais plus petit, puis qu'on me disait, tu peux jamais mettre de poivre noir sur un poisson blanc. OK. Alors maintenant, si je vais, pas de poivre noir, mais de poivre, tout court sur un poisson blanc. OK. Mais maintenant, si tu vas en Malaisie, puis dans les pays d'Asie du Sud, c'est fréquent, en fait, des currys de poisson blanc au poivre frais, puis au poivre, puis je veux dire, c'est comme, la règle dans le temps, il fallait toujours décoller les assiettes. Tu sais, moi, j'ai une époque, on parle d'il y a 26 ans, j'ai une époque où on faisait des points dans les assiettes, tu sais, en décoration. Il fallait toujours que ce soit 3, 5 ou 7 ou tout. Ah oui, les chiffres, la garniture, la 3 patates. La première fois que j'ai eu la cuisine, parce que bon, au restaurant où je travaillais, les Sarcelles, bon, le dimanche soir, c'est moi qui étais responsable de la cuisine. Il y avait pas beaucoup de monde, puis il me laissait m'amuser ce soir-là. Donc, quand je faisais mes 4 points un peu tout croche dans l'assiette, puis que il y avait un ordre dans ma tête, mais c'était pas le... Moi, je voulais faire différent, puis à un moment donné, j'ai regardé en l'air, bon, il y a pas d'éclair, il y a personne qui... Je suis pas mort, il y a pas le dieu de la cuisine qui... Fait que ça m'a juste appris à faire tout le contraire de ce que les gens disent. Puis quand j'ai voulu ouvrir le restaurant ici, la plupart des gens ils croyaient pas du tout, les banques, les financeurs, tout ça, c'était voyons donc, tu veux ouvrir un restaurant dans un quartier tu sais, un peu... quand j'ai ouvert ici, il y avait vraiment de la prostitution partout. Il y avait, c'était pas, sans vouloir dire qu'on a gentrifié. Je pense pas que le quartier a gentrifié. Je pense que c'est juste bien adapté à
à tout le monde d'une certaine façon. Parce que maintenant, tu sais, nous, on s'est battu pour qu'il y ait le Super C à côté et non un espèce de marché ou de high-end marché, parce qu'il faut penser aux gens dans le coin. C'est bien beau, il y a une boucherie juste à côté où tu peux acheter du poulet de grain fermier bio. C'est parfait pour les gens, pour certaines parties des gens du quartier. Le reste des gens du quartier, il faut qu'ils puissent aller chez Super C, avoir des bons prix. On sait comme ça. Je pense pas qu'on a gentrifié le quartier, parce que bon, premièrement, on n'est pas affiché, c'est pas comme si on était connu. C'est pas comme si c'était. Je pense qu'il y a les gens qui savent et les gens qui savent pas. Mais je suis content de voir le quartier qui finalement s'en tire vraiment bien. Donc, au début, quand les gens me disaient, tu vas être dans le centre-sud, ouvrir un restaurant où tout le monde mange la même chose, avec des services contrôlés, puis des affaires comme ça, ben, ils me disaient, ça marche pas. Puis, tu sais, bizarrement, ces mêmes personnes-là qui ne voulaient pas nous prêter beaucoup d'argent au début, admettons, on demande des banques de financement, des affaires comme ça. Bizarrement, après un an ou quelques mois, quand on a eu toutes les reconnaissances, ben là, ils nous appellent, voulez-vous plus d'argent? On va vous en prêter, tu sais. Donc, c'est comme, à un moment donné, bon. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu faisais par réaction, et tout simplement parce qu'on te disait, tu peux pas faire ça, tu peux pas mettre 4 points dans ton assiette, et justement pour cette raison-là, t'en mettais 4. Ouais, ça, c'est c'est pas. C'est quand on me disait quelque chose, je voulais juste comprendre le pourquoi. Parce qu'après ça, quand tu t'intéresses à la nourriture comme je m'y intéresse, puis tu connais un peu l'histoire du monde, ben, je veux dire, moi, j'ai un TOC. J'ai TDAH, donc j'enregistre des tonnes d'informations par rapport à la bouffe depuis que je suis très, très, très jeune. Et puis, étant très jeune, je pense que je devais avoir 9 ans ou 10 ans, j'avais vu un documentaire sur en Italie, comment ils faisaient, qui recréait comment à l'époque, ils faisaient la chasse au sanglier et qu'ils le ramenaient au village, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'animal. Donc, puis moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et je me rappelle qu'ils récupéraient le sang à l'époque pour faire une masse qui était sucrée à la base. Donc, on parle de 800 ans, 900 ans. Donc, ce que moi, ça me dit, c'est qu'en fait, on peut faire un dessert avec du sang. Oui, tu sais, je veux dire, tu peux remplacer les œufs. Mais en fait, tu peux remplacer les œufs, mais ça peut remplacer le chocolat. Tu sais, je veux dire, aussi pour faire un dessert qui va être... Donc, qu'est-ce que ça fait? Bon, mais c'est qu'il y a à peu près 8 ans, j'ai créé un dessert au sang. Et puis, je l'ai remis cette année sur mon menu. Puis, il est littéralement écrit juste sang. Donc, ça fait peur aux gens. Puis après ça, tu leur expliques cette histoire-là. Que, en fait, le boudino, ce qui est devenu le boudino à la base, était fait en récupérant le sang. Donc, des sangliers mêlés avec des épices, parce que c'était la route des épices. On mettait du miel, parce qu'il n'y avait pas de sucre raffiné à l'époque. Ensuite de ça, bon, mais si vous pensez au mot boudino, qui représente ça, qui est maintenant en fait juste une mousse au chocolat, mais en fait, déplacez-vous vers l'Angleterre, Grande-Bretagne, comment on appelle les desserts là-bas? Un pudding, boudino, pudding. Après ça, aller vers la France, comment on appelle ça? Une saucisse au sang, un boudin, pudding, boudin, boudino. Je sais pas si ça vous sonne une cloche, mais c'est toute la même, ça part tout du même endroit. Donc, on peut faire, il y a pas de règle en fait à ça. Puis moi, c'est ce que j'aime dans ma cuisine, c'est qu'on est capable de pousser en faisant des choses qui ne sont pas normales pour l'Américain moyen. Parce que je veux dire, la notion de l'Américain moyen, c'est on déjeune le matin, c'est salé puis un peu sucré, c'est comme on veut. Le midi, tu manges du salé, tu manges du sucré après. Le soir, tu manges du salé, tu manges du sucré après. Tandis que aller en Asie, je veux dire, tu peux avoir sur une séquence de plats, tu peux en avoir des sucrés mêlés dans des plats qui vont être salés, ou la notion du dessert aussi, comme on la connaît, est un peu trop pour moi... j'ai l'impression que quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est ça, c'est des desserts, c'est des desserts, oui, mais nous ici en ce moment, comme on a le dessert au sang, puis on a un dessert à l'oursin qui est inspiré de la première bouchée salée que j'ai créée pour l'autre côté, qui était une tarte à l'oursin salée, qui est devenue finalement un dessert à l'oursin sucré. Donc, je veux dire, il y a pas de règle. C'est ce qui a fait où je suis en ce moment, c'est que je me suis jamais laissé dire, tu ne peux pas faire ça. Tu peux tout faire. Au contraire, quand on te disait, c'est excité de faire l'opposé. Exactement. Et de dire, okay, Exactement. Puis c'est bien de savoir, c'est bien de connaître aussi que, tu sais, je veux dire, tout part de quelque part. On n'invente jamais rien pour vrai. Donc, qu'on le veuille ou pas, tout a déjà été semi-inventé ou l'idée a été frôlée. Ça se peut pas. Tu peux pas arriver maintenant puis dire, j'ai inventé de toute pièce ce plat. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui va avoir un lien. Fait avant toi. Pas nécessairement de la même façon, pas en disant que c'est la même chose, mais je veux dire, on ne peut pas vraiment rien inventer. C'est un peu de la façon que je vois ça. Puis ce que ça fait, c'est que, en fait, tu comprends que la nourriture partout dans le monde a été, c'est du métissage en fait de culture. Il y a rien de mal à s'inspirer de comme je vous dis, moi, si mon chef français me disait tu peux pas mettre de poivre ou tu peux pas mettre 3 points, moi, mais après ça, tu te renseignes, puis tu regardes, puis partout dans le monde, mais ces règles-là n'existent pas. Tout le monde a ces règles. Un Italien du Sud va dire on met jamais de crème ou de beurre dans les pâtes. Un Italien du Nord, ben, il va te prouver le contraire. Tu sais, je veux dire, c'est comme, il y a pas de... Les gens pensent tout qu'on sait
notre culture, puis notre gastronomie, on la connaît. Puis tu sais, nous, au Québec, on a 400 ans. On va pas on a 400 ans à manger sûrement des choses qui étaient assez horribles au début, puis genre de faire pousser nos trucs, puis après ça, les Premières Nations qui nous ont aidés, bien sûr, à survivre avec leur technique, le sirop d'érable, les poissons fumés, tout ça. Mais ça reste qu'on a... moi, quand j'entends un Italien croire que la tomate a toujours été là, puis la pizza a toujours été en Italie, mais non, c'est pas vrai. La tomate, ça fait 300 ans. Tu sais, je veux dire, la pomme de terre en France, ça fait quoi? 200... Christophe Colomb, non, c'est Parmentier. C'est Parmentier, ouais. Parmentier qui est allé, en fait, qui avait découvert le tubercule dans un voyage. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il l'avait trouvé, si je me trompe pas, dans le coin de la Russie ou quelque chose. Donc, ça voulait dire que quelqu'un était déjà allé en Amérique, avait déjà ramené donc la pomme de terre. Et lui trouvait que c'était quelque chose qui allait pouvoir peut-être aider les famines, la pomme de terre. Lui, il l'avait vu. Donc, quand il a ramené ça, tous les gens avaient peur de la pomme de terre en France. Ils voulaient rien savoir. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait des champs de pommes de terre et comme personne ne voulait rien savoir, les gens pensaient que c'était poison et tout, il les a fait garder pendant le jour par des gardes. Donc, les gardes observaient les pommes de terre. Là, les gens disaient, hey, s'il y a des gardes, ça doit coûter cher, ça doit être noble, ça doit être... Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gardes, la nuit, ils s'en allaient, puis ils en remettaient pas. Fait que les gens allaient voler, allaient piquer les pommes de terre, puis après ça, ils les faisaient pousser, puis fait que tu sais, je veux dire... c'est coup marketing incroyable. Oui, non, mais donc, il y a rien qui appartient à personne. Donc, moi, ça me pousse juste à vouloir faire ce que j'ai envie de faire, puis de mélanger toutes les influences que j'ai eu la chance d'avoir en tant que jeune Montréalais, qui vient de NDG avec les Coréens, les Jamaïcains, les Japonais, les Grecs. Après ça, je m'en vais à Saint-Michel, je suis avec des Portugais, des Latinos, des Italiens, des Haïtiens. Je veux dire, de pouvoir m'inspirer de tout ce que j'ai mangé, parce que je suis un gourmand à la base. J'aime manger. Moi, ce qui fait que je voulais être cuisinier, c'est que j'adore manger. Je me rappelle de tous les événements, à peu près depuis que j'ai 3 ans, je me rappelle de tous les événements. Je me rappelle pas des événements en tant que tel. Admettons le mariage de mon père, je me rappelle pas. Je me rappelle juste de ce que j'ai mangé le matin, puis de ce que j'ai mangé le midi, de ce que j'ai mangé le soir. Le reste, je me rappelle pas. Donc Est-ce qu'il y a un plat qui t'a particulièrement marqué dans ton enfance et qui est comme le Graal et que t'as jamais retrouvé cette sensation? J'ai réussi quand je devais avoir là 3 ans, 4 ans maximum. Ma voisine avait une gardienne qui était africaine et elle nous avait fait un poisson en sauce. Je me rappelle comme si c'était hier du goût. C'est une crème jaune avec, je me rappelle juste de la couleur du plat et du goût que j'avais. Et un moment donné, j'ai repensé, ce plat-là m'est resté dans la tête pendant des années. Puis à un moment donné, j'ai comme fait le lien en mangeant quelque chose qui était similaire, qui m'a rappelé un peu ce goût-là, qui m'a fait... Et là, avec des recherches, j'ai réussi à recréer le goût exact que j'avais dans ma tête. C'est fou, parce que je me rappelais comme si c'était hier. Et ça, je me rappelle que ça m'avait fait un petit... ça m'avait rappelé un petit... Mais c'était par hasard que tu avais goûté le plat et c'était le poisson qui t'est repopé dans la tête? En fait, c'est que j'avais je travaillais dans un traiteur à l'époque, puis il y a un chef qui avait fait une sauce créole, je pense qu'il avait appelé, puis on était loin de ça, mais il y avait des bases qui m'ont fait... Ah, c'était ça et ça qui faisait la base. Donc, ensuite de ça, je me suis renseigné sur la culture de cette dame, en essayant de me rappeler le mieux possible. Donc, qu'est-ce qui faisait l'élément crémeux? Qu'est-ce qui faisait... Donc, oui, on était dans le gingembre, on était dans des piments forts, donc, et ça, comme, tout est revenu, puis j'ai réussi à vraiment recréer ce plat-là que je me fais encore. Et je sais pas si c'est pareil, mais je sais que mon instinct et ma mémoire gustative sont très durs à tromper. Et j'en étais super fier. Maintenant, pour répondre à l'autre moitié de la question, quelque chose, moi, qui m'a fait pleurer dans ma vie, un plat qui m'a fait vraiment, là, au point où c'était juste trop bon, puis c'est tout, là, vous allez comprendre avec l'histoire, c'est qu'on allait en Gaspésie avec mon père avec mes sœurs et mon père pour emmener ma grand-mère faire un dernier voyage en Gaspésie. Elle commençait à être vieille, puis on savait que, bon, c'était la dernière occasion qu'on avait de pouvoir partir avec elle, faire un voyage, et pour elle, la dernière fois, de voir la Gaspésie. Donc, on est allé chez nos amis en Gaspésie, les Lebreux, qui ont le festival de Petite-Vallée. Donc, Denise Lebreux, la mère de Allen, qui organise le festival de Petite-Vallée, elle a une auberge qui est en plein milieu de Lens, où est-ce qu'il y a le festival de Petite-Vallée. Et on était un peu hors saison, parce que nous, on voulait pas aller là-bas pour le festival, on voulait vraiment aller en profiter. Et comme ils savaient qu'on venait, ils me connaissent depuis longtemps, Denise m'a fait de la morue à la gaspésienne. Donc, la morue à la gaspésienne, premièrement, faut savoir que la pêche à la morue est pas vraiment légale comme ça. Tu peux pas te lever puis juste aller pêcher une morue. Mais disons que quelqu'un dans l'entourage avait pu le faire. Donc, j'avais une morue qui était
extrêmement fraîche. Elle l'a simplement panée dans la farine et dans l'œuf, parce qu'à la gaspésienne, c'est farine, œuf, mais il n'y a pas la troisième étape qui habituellement va être panko, chapelure ou quoi que ce soit. Et c'était cuit dans une poêle en fonte avec une quantité ridicule de beurre. Quand j'ai une quantité ridicule de beurre, là, du beurre qui mousse et qui devient noisette, là, puis là, elle met ça dedans, puis elle me sert ça comme... c'était pas grave, ça s'en foutait que je sois un cuisinier dans la vie, là. Elle voulait nous faire un bon repas, puis nous accueillir avec un bon poisson. Donc, son poisson à la gaspésienne, avec tout l'espèce de croustillant et mou en même temps, c'est ça qui est drôle avec la panure à la gaspésienne. L'œuf devient frit sur quelques côtés, devient dur, puis mou en même temps, c'est vraiment un entre-deux. C'est une technique que je connaissais pas à l'époque, avec un quartier de citron, une pomme de terre bouillie, puis une petite salade verte avec une vinaigrette Kraft. Et ça m'avait, là, c'était comme le fait d'avoir fait 16 heures de route, d'arriver, là, il fait beau, ça sent bon, t'as l'air salin, t'as la mer. Moi, j'avais mon petit chalet, j'ai ouvert la porte du chalet, t'avais des phoques, t'avais des dauphins, t'avais des, tu sais, je veux dire, il y avait tout. On dirait que c'était comme... Des licornes. Ouais, non, Dans ton souvenir, il y en avait. Un peu plus. Le pur bonheur, et je pense que c'était le fait que ça ne la stressait pas que je sois un cuisinier, elle m'a fait à manger comme elle ferait à manger à tout le monde. C'est juste que c'était tellement bon, c'était tellement affirmatif, c'était tellement, tiens, mange ça, puis tu vas voir, ça va te donner de la force, ça, là. Puis tu sais, moi, j'avais énormément apprécié ce moment-là. Est-ce que tu sais si les inspecteurs Michelin sont passés? Tu les as spotés ou t'avais des... Bon, mais ça, c'est l'autre affaire qui est très drôle. Depuis qu'on sait qu'ils vont venir, il y a tellement eu de rumeurs. Le but de cette compagnie-là, c'est de se cacher le plus possible. Donc, c'est pas parce que quelqu'un prend des notes sur son menu que c'est un inspecteur. Hein. Surtout aujourd'hui. C'est pas parce que quelqu'un note... Je pense qu'au contraire. Non, mais c'est ça. En ce moment, des gens qui écrivent sur leur menu, il y en a plein. Il faut arrêter de paniquer avec ça. Là, il y avait des rumeurs comme quoi il y en avait qui ressemblaient à ça, On a eu quelqu'un à notre restaurant, lui, c'est sûr que si vous le voyez, il était là, il ressemble à tous les clients. Si tu me décris quelqu'un qui matche à peu près, tu sais, je veux dire, on peut pas le savoir. Puis après ça, c'était de regarder les noms sur les cartes de crédit, si c'était pas les mêmes que sur la réservation. Puis là, ben, tu sais, ça veut dire... Parce qu'ils prennent des pseudomymes. Ben oui, mais ils prennent des pseudonymes, mais non seulement ça, c'est parce que la carte de crédit, elle peut appartenir à une compagnie aussi. Je veux dire, je veux dire, donc c'était tout des trucs. Puis quand tu te mets à penser comme ça veut dire quoi? Qu'on va commencer à traiter certaines personnes mieux parce qu'on pense que c'est des inspecteurs Michelin? Fait qu'imagine si toi, c'est la personne qui est inspecteur Michelin, mais c'est pas celle que tu penses, c'est l'autre à côté qui est super réglo, qui dit rien. Fait que tu passes pour un con parce que tu donnes beaucoup d'attention à une, mais pas à l'autre. Donc nous ici, on fait attention à tout le monde de la même façon. Je pense que c'est ça le but. Tu sais, je vais pas m'empêcher de faire une blague à quelqu'un, ou je vais pas m'empêcher parce que tu sais, quand on explique en anglais, moi, je fais beaucoup de blagues en français ici, mais quand on explique en anglais, ça m'arrive souvent de dire « Sorry for my French, but that's a fucking shitload of nanana », tu sais, puis les Américains ou les anglophones, ça les fait rire, tu sais, les gens qui parlent anglais. Donc, je me dirais pas « Ah, lui, c'est un Michelin, je vais pas dire fucking devant lui », tu sais, non, tu sais, ils nous ont demandé quand on a reçu le email là, qui disait qu'on avait été sélectionné, donc que tu allais apparaître dans le guide Michelin. Ben, ils nous ont pas dit qu'on va apparaître. Ils disent qu'il y avait des chances qu'on apparaisse. Ils ont envoyé ça à peu près à tous les bons restaurants de Montréal. On a tous reçu la même journée. Puis une des questions, c'était qu'avez-vous changé depuis que vous savez qu'on va venir? Là, ben, c'est comme, rien. Pourquoi j'aurais changé? Tu sais, je veux dire, je mets encore des gougounes, des fois pendant mes services, puis il y a encore du rap qui joue. Puis, seule chose qu'on a changé, on a mis des serviettes à main en tissu qu'on lave. C'est la seule chose. Avant, c'était des belles serviettes en papier, mais de très bonne qualité. Maintenant, on a les deux. Fait que c'est la seule chose qu'on a changé. C'est même pas à cause de Michelin, on l'a fait pour nous. Fait que, je veux dire, après ça, changer tout, changer de staff, changer de mentalité, changer de menu, tu sais, à un moment donné, calmons-nous, là. Moi, je veux rester qui je suis, puis si j'en ai pas, j'ai une assez grande gueule, pour faire du bruit pareil, puis deux, tu sais, s'il faut changer, s'il faut s'adapter, s'il faut que des restaurants s'adaptent à un guide pour devenir quelque chose d'autre, là, je la comprends pas non plus. Donc c'est ça, mais c'est sûr que j'ai quand même, j'ai peur de pas en avoir une. C'est sûr sur ça. C'est sûr, mais c'est sûr que ça va m'affecter si j'en ai pas une. Puis si quelqu'un d'autre que... Absolument. Ben ouais. Absolument. Puis je vais peut-être m'en vouloir à cause que, comme je vous dis, à l'époque, j'avais une mauvaise année. Puis tu sais, s'il venait maintenant avec, William Serrois, mon chef exécutif qui est revenu, qui me comprend à 100%, qui me laisse, parce que en fait,
Moi, j'ai fait plein de dépressions dans ma vie, puis tu sais, je veux dire, quand c'est ton restaurant, quand ton nom est écrit sur la porte, ben tu peux pas vraiment juste, tu sais, faire une dépression et dire, hey, je vais appeler mon médecin, puis je vais lui dire qu'il me donne un congé de 6-7 mois pour me reprendre. Mais non, c'est à qui il va le signer pour que je me le donne, pour que je m'auto-donne un arrêt de travail que je pourrais pas prendre, tu sais. Donc, c'est sûr que tu peux pas partir quand t'es dans ma situation. Fait que c'est sûr que il y a eu, puis tu sais, avant la COVID, tout roulait tellement bien ici. Puis je veux dire, après la COVID, trouver du staff, avoir des clients, tu sais, je veux dire, tout était plus dur qu'avant. Fait que c'est sûr que ils sont venus après la plus grosse catastrophe qu'on ait connue dans la restauration au Québec, tu sais, de perdre à peu près 50% des gens qui travaillent dans l'industrie, puis de devoir tout arrêter, de se réendetter, tu sais, je pense on est beaucoup qui auraient voulu, qui auraient aimé ça fermer pendant la COVID juste pour Se reposer. se reposer puis dire tu sais, ben non, on a fermé, mais on faisait quand même du take-out, tout ça, mais dans le fond, juste de dire, écoute, je pense pas que la restauration va repartir, je vais changer de domaine, puis j'ai pas eu cette chance, j'avais pas cette chance-là avec les dettes et tout ce que j'avais, j'aurais aimé ça, moi, me reconvertir, j'ai plein de cordes à mon arc, fait que, mais on pouvait pas, donc s'ils viennent puis qu'ils nous la donnent pas, ben on va travailler fort pour l'avoir l'année prochaine, c'est mon ego qui va en prendre, qui va prendre une petite claque, puis tu sais, surtout, quand on se connaît tous dans le milieu de Montréal, dans la gastronomie et tout ça, je veux dire, s'il y a des restaurants qui pensent peut-être en avoir une, qui en auront pas non plus. Donc, tu sais, je veux dire, si ça m'arrive, je serai pas le seul. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on va tous... c'est pour ça que je vous dis, la première fois, il va y avoir un peu de bisbille. Surtout le fait, bon, qu'ils font pas de cérémonie. Là, ça agace les gens. Fait que là, ils vont sortir, puis là, il y a des gens qui vont dire, plus là, sur les réseaux sociaux, j'ai hâte de voir comment ça va s'enflammer sur les forums de discussion, puis... Ah, déjà, là, quand ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de cérémonie, là, ça allumé une petite flamèche. Hein. Ouais. Est-ce que t'es pas obligé de répondre là, mais j'aimerais revenir sur ce dont tu nous as parlé là, sur tes épisodes de dépression, et que tu dis j'avais pas le choix, c'était mon nom qui était sur la porte, j'avais pas le choix que de continuer. Est-ce que tu penses qu'avec le recul que ça t'a fait du bien et que c'est bien que ça t'ait Refugé? Oui, c'est sûr, parce que bon, quand tu fais des dépressions, le but c'est de se relever, hein. Mais c'est juste dur quand t'as pas les ressources qu'il faut pour le faire facilement. Donc, mais oui, je pense que ça m'a aidé à reprendre le dessus, ça m'a aidé à prendre du temps pour moi, même si, parce que veux pas, ce qui se passait, c'est que bon, j'ai pendant un certain temps, mais je la plupart des services, je faisais 2 fois moins de services parce que j'étais Down. J'étais down. C'est pas t'as vu l'énergie avec laquelle j'opère un service, moi, mais si je l'ai pas, cette énergie-là, c'est le clown est triste, là. Tu sais, un clown triste, c'est jamais drôle, hein. Fait que. Et t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait pour te retourner qu'est-ce qui t'a permis de passer au-delà? Le temps, la force. J'ai pas de secret caché. Je fais pas de yoga, je fais pas de 140 km de vélo à tous les matins. Je dis non, je fais de la musique, je fais du dessin. Moi, c'est des choses qui m'ont aidé à reprendre. Puis c'est surtout ce qui était dur dans mes dépressions, c'était le manque d'inspiration pour faire le reste en fait, parce que les menus doivent venir avec l'inspiration, puis si t'es en dépression, mais l'inspiration est pas là. Puis je veux dire, après avoir créé je sais plus combien de milliers de plats ici depuis l'ouverture, à un moment donné, c'est dur aussi de retrouver cette énergie-là, parce que ça prend beaucoup d'énergie créer des menus. Quand on les change à chaque 3 mois, à un moment donné, c'était... Fait que, tu sais, là, on s'établit maintenant, c'est 1 fois ou 2 par année. En fait, on fait hiver, été, hiver, puis là-dessus, on joue un peu. William, il se fait tellement longtemps qu'il a commencé ici quand il était plus jeune, il sait comment ma tête fonctionne. Donc, il m'a quand même beaucoup aidé à reprendre le dessus sur ma création en me rappelant plein de plats que j'avais oubliés, que j'ai déjà fait, parce que moi, je fais exprès des oublier, mes plats, parce que Tu veux passer à autre chose? Ouais. Est-ce que tu les notes, tes plats, ou jamais? Les recettes, tu les notes jamais non plus? Ben, les recettes, oui, on les note ici quand on les fait. Mais je veux dire, moi, chez moi, j'ai pas gardé tous les menus qu'on a fait depuis l'ouverture ici, là. C'est souvent, il y a même un client, un moment donné, qui est venu, puis il y avait, je pense, 8 menus les 8 fois où il était venu, puis je voyais j'étais là, merde, j'ai carrément oublié ce plat-là, moi, puis regarde le prix, ça coûtait à l'époque, puis si ça, tu sais, on était vraiment, non, mais c'est fou, je fais exprès, mais en même temps,
Là, ce qu'on a fait avec William, c'est qu'on s'est dit, donc, pour les derniers menus qu'on a créés ensemble, c'est sûr que moi, je fais la base de tous les plats, mais je lui ai quand même laissé de la place pour mettre un plat à lui. J'ai travaillé avec lui, qu'on a travaillé ensemble. Et lui m'a beaucoup aidé pour me rappeler de plats qui avaient été déjà sur le menu, mais qu'on retravaille, qu'on les retravaille. C'est pas la même chose exactement que la dernière fois. Tout évolue tout le temps. Mais je veux dire, ça m'a fait du bien de ressortir des plats sans avoir l'espèce de travail qui est compliqué d'inventer 9 à 10 plats tout le temps, à chaque fois que tu changes de menu. Là, avec lui, on est retourné dans mon Instagram, je suis allé dans le fond des vieux trucs que j'avais oubliés, puis c'est le fun. On a ressorti des plats qui étaient là au début du mousseau, mais qui sont complètement changés, qui ont plus rien à voir, mais Qu'est-ce qui a changé? ben, admettons, le dessert au sang. Quand on le faisait la première fois, c'était un gâteau. Alors, avec tous les tests qu'on avait fait pour ce dessert-là, on a fait des trucs horribles. Mais on en était arrivé à un bon compromis où est-ce que il y avait un gâteau éponge qui était fait avec du sang et on le faisait au micro-ondes avec au siphon, là, une espèce d'éponge cuite dans un petit verre. Puis là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une espèce de pain plus dense au seigle qu'on vient assaisonner avec le sang, les épices, le sucre. Donc, tu sais, la présentation a changé, la finesse a changé. Je veux dire, on est venu mettre, là, on a rajouté cette année le vinaigre Balconville, qui est en fait, pas le Carmignan, en fait, là, qui est un vinaigre type un peu balsamique, mais fait avec de la pomme, sur la glace à l'échalote, parce que c'est servi avec une glace à l'échalote fermentée. Donc, on tire tout a son petit... tout est... Quelqu'un qui l'aurait mangé à l'époque pourrait pas dire que c'est la même chose qu'il mange en ce moment. C'est ça que je veux dire. C'est important d'avoir des petits changements comme ça. Et est-ce que tu dirais que ta cuisine s'est plutôt simplifiée, elle s'est plutôt complexifiée ou elle a changé tout simplement? Elle évolue. Elle évolue. Des fois c'est simple, des fois ça l'est pas. Des fois c'est simple pour moi, des fois ça l'est pas pour les clients. Tu sais, je veux dire, c'est pas des fois quelque chose qui peut paraître simple, en fait, est super complexe derrière. Donc, tu sais, je veux dire, il y a pas de... Je dirais entre les deux. Il y a pas de... J'ai pas de réponse fixe. Et est-ce qu'il y a des plats ou des menus où t'étais vraiment content de toi, t'étais vraiment fier, et puis que ça a pas marché, les clients ont pas compris et... Bah oui, c'est arrivé souvent. Oui, mais écoute, quand tu fais des menus de dégustation de 10 services, puis que tu les as changés depuis 10 ans, les plats, ben oui, ça arrive qu'il y a des choses qui passent pas du tout. Mais en fait, ça, c'est dans le temps, on se cherchait un peu. Peut-être qu'on a fait des trucs un peu trop funky à une certaine époque où est-ce que, bon, c'est sûr qu'on s'inspirait vraiment de la cuisine du type Noma et tout ça. Puis, je veux dire, c'est bien beau les fermentations et tout ça, mais tu dois quand même avoir au Québec quand même une espèce de zone de confort où tu reviens un peu. Ça peut pas être juste des goûts bizarres sur des goûts bizarres sur des goûts bizarres sur des goûts bizarres. Tu sais, faut faire un petit lien entre tout avec... Ce plat-là va te sortir de ta zone de confort, celui-ci va te ramener, celui-ci va te reprendre, celui-ci va te ramener. Tu sais, pour que les personnes soient un petit peu plus à l'aise à manger des choses qui sont un peu fuckées, mais ça reste que je m'amuse tout le temps, énormément avec des menus comme celui qu'on a en ce moment, qui est un exemple, mais avec le dessert à l'oursin puis le dessert au sang, mais il est vraiment écrit, tu sais, le salé, là, t'as tous les plats, puis après ça, parce qu'il y a juste un mot qui définit, il va être écrit bœuf, il va être écrit doré, il va être écrit, tu sais, on met pas rien d'autre. Donc, t'arrives, puis là, c'est sucré, oursin, sang. Alors moi, je fais exprès aux gens qu'ils aient pas, mais pour que finalement ils goûtent puis qu'ils fassent ouais. Et surtout, c'est à la fin du menu, là. Donc, pendant tout le menu, là, pendant les 2 heures, 2 heures et demie. Je les taquine avec ça. Je le vois, ceux qui ont peur, je le vois, puis là, je vais les voir, mais faites-moi confiance, je suis un professionnel, mais vous pouvez me faire confiance ou pas. Mais faites-moi confiance. Mais pas trop. Vous allez voir. Tu sais, comme, je fais exprès de jouer avec ça, puis c'est sûr qu'il y en a que, ça peut pas plaire à tout le monde, notre expérience. C'est arrivé plein de fois que des gens sortent d'ici pis soient pas contents. Ça, comme tout. Je veux dire, c'est une personne sur je sais plus combien. C'est une petite moyenne de rien. Puis des fois, on se laisse avoir plus par cette personne-là que par le 99% qui eux, ont eu une super soirée puis te le disent. Puis des gens qui viennent de partout dans le monde qui disent que c'est dans leur top 3 expériences de grands restos qu'ils ont fait. Puis tu te dis, tu sais, c'est là qu'à un moment donné, il faut dire, écoute, c'est pas se laisser abattre par 2-3 personnes qui ont pas aimé ça. Puis souvent, un phénomène qui me déçoit aussi, puis qui me pue au nez, en fait, c'est, moi, je passe aux tables de façon très gentille, sans être insistant, mais quand on sait qu'une table n'a pas aimé ça, il y a une table, là, tout le long de la soirée, tu vois que c'est pas pour eux. On sait même pas comment ils ont fait pour débarquer ici. Je veux dire, c'est assez facile de se renseigner sur un restaurant quand tu connais le prix, parce qu'on le dit, pour en savoir plus. Fait que eux, ils ont vraiment pas aimé. Puis tu sais, tout le long, on le savait, parce qu'ils mangeaient presque rien, puis j'ai essayé de les rattraper.
Ils voulaient rien savoir. Donc, ils sont partis. Moi, je fumais une clope à l'entrée des artistes en arrière, puis je les vois sortir d'ici, les deux sur leur téléphone. Je fais, ah non, ils sont en train de nous faire une mauvaise review. En 1 sur 5, les deux, un à la suite de l'autre en même temps, ou pas juste 1 sur 2, là, les deux de la même table qui ont fait une mauvaise review sur Google en partant, au lieu de me dire à moi, écoutez, on a moins aimé ça, nanana, c'est moins notre genre, ok, bon, mais si c'est ça, on va t'arranger quelque chose, tu partiras pas d'ici, tu paieras pas 1000 balles si t'as vraiment pas aimé ça. Ah ouais. On va s'arranger, c'est tout. Puis ils préfèrent, au lieu de me le dire à moi puis d'avoir un deal, ils préfèrent le crier à tout le monde, Ah, mais c'est la à quel point eux, ils sont tellement des victimes peut-être d'avoir, Oui. tu sais, c'est comment, On continue sur le guide Michelin. ouais, il reste 3 minutes. Alors, comment t'as approché ça comment t'en as parlé avec ton équipe? Ben, premièrement, je les ai préparés encore une fois, à ne pas être trop démoralisés si on n'en a pas. C'est pas notre, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des juges. Donc, tu sais, moi, mon ami Atsushi à Paris, il avait pas eu son étoile parce qu'il avait pas assez de vin français. Donc, tu sais, je veux dire, ça l'a fait chier, mais il l'a eu par après, mais ça reste qu'il l'a pas eu quand il aurait dû l'avoir. Donc, faut pas se laisser démoraliser par ça. Puis si en fait ça crée autant de bisbis, puis si j'ai du monde qui s'en vont parce qu'on n'a pas eu l'étoile, ben je veux dire, ils s'en iront. Je pense pas que ça va arriver du tout. La personne qui m'a, mais s'ils sont pas capables de le prendre, puis disent ben moi je veux travailler absolument dans un étoilé, vas-y, essaye-toi, fais ton truc. Mais moi je vais l'avoir. Tu sais, si on l'a pas cette année, on va l'avoir l'année d'après. Je veux dire, faut travailler pour. Je pense que tout le monde est prêt. Je pense que je les ai bien. On est tous fébriles. Ah puis oui. on aurait aimé ça. On aurait aimé ça qu'il y ait Une cérémonie. Je pense que c'est important qu'il y en ait une. Ben, je pense que oui aussi, mais en même On temps, a proposé, alors pour les auditeurs, auditrices, on a proposé d'en faire une, même officieuse, et rassembler les gens, qui voulaient fêter ça. Ouais. On est en train de regarder pour une date si, bien sûr, il y a rien qui se passe, en espérant ouais. qu'ils fassent quelque chose, parce que Sors du bois. mettre autant d'énergie pour créer quelque chose comme ça et pas mettre le surtout la première année, quoi. la première année, c'est dommage. Là. C'est mal calculé, ça. Ouais. Il y a des gens qui ont signé des contrats qui auraient Faut pas oublier que c'est une compagnie qui vend des pneus à la base, hein. C'est des vendeurs, hein. Fait que, ils vendent leur guide, ils vendent leurs pneus, fait que c'est ça, hein. Mais écoute, merci pour tout. Plaisir, les gars. J'espère que c'était à votre, Donc là, on est le 15, c'est ça? Et dans pile un mois qu'on reçoit les étoiles, les résultats. On va suivre ça. Et puis, merci pour ton temps. Merci pour la belle conversation. Plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez dans le jus. Ciao.